Elbaf. En plus de préparer beaucoup de géants, eh bien l'auteur a préparé le roi du pays le plus fort du monde. Elbaf est un pays légendaire. C'est un pays où la puissance est importante. Donc le père de Loki peut être extrêmement fort. Loki peut également Odin, être très imaginez fort, les mais ce gars, n'est pas obligatoire. Odin. Dans la mesure où Loki est avant tout le fils du roi. Ce qui implique Loki, le dieu de la ruse, de la discorde, de la malice, du mensonge. Il est donc lié à Usopp. Ah, là, on parle de vraies choses. Donc déjà, je suis hyper content qu'il ait parlé de ça, parce que Odin, je suis sûr qu'il est là-bas. Est-ce que ça va vraiment être Odin? Je suis pas sûr. Salut les gars, bienvenue sur le live. J'ai oublié de mettre les lunettes la team. Wesh les gars, comment ça va? Wesh RDB, comment tu vas? Ça fait grave longtemps, je suis grave content de te voir. Wesh alors quoi de nouveau? Je vois que t'as repris l'école. Aïe aïe aïe, ça fait pas plaisir. Ça fait vraiment pas plaisir. Ah, ça commence à faire des conneries dès le début de l'année. T'essaies de t'incruster dans des groupes de potes. Histoire de pas rester solo. Ouais, tu m'étonnes. Quand t'es séparé de tes potes et tout. Mais t'inquiète, ça va venir. Au début, c'est toujours comme ça. T'as eu les 2-3 premiers jours. Puis après, tous les élèves se rendent compte qu'ils sont tous dans la même merde. Et du coup, la solidarité, elle arrive maintenant. Tiens, bougez pas. Je vais juste caler ma caméra pour pas qu'elle bouge. Parce que je vois de temps en temps, elle aime bien j'ai bout. Hop. Voilà, normalement, là, on est bien. Hein. Normalement. Là, si je bouge, non, c'est parfait. Wesh, aujourd'hui, alors, on fait un petit live One Piece. Aujourd'hui, on va analyser 2 vidéos. Donc, la première, ça va être la vidéo de Ryo Sensei. Et la deuxième, ce sera la Ryo de Raftel Hill. Donc, pour les gens qui sont pas habitués, qui regardent pas trop les vidéos One Piece, donc là, c'est petite analyse. On regarde la vidéo ensemble. On donne nos avis. On essaie de prévoir, de faire des théories par rapport à ça. Et sinon, on va faire 1 ou 2 vidéos en fonction du time que je prends à faire la vidéo. Parce que là, la première vidéo de Ryo Sensei, elle dure 17 minutes. Donc ça va, 17 minutes. Avec les pauses et tout, ça fait à peu près 30-40 minutes. Et du coup, ça nous ferait 1 heure, 1 heure et demie de live pour les 2 vidéos. Mais la deuxième vidéo, je sais pas combien de temps elle dure. Mais voilà, sinon RDB, comment ça va? Toujours pas dans les mangas et tout? Toujours rien, ça. T'es pas tenté de regarder un peu One Piece? Et en vrai, frère, One Piece, c'est vraiment trop lourd. Après, je peux comprendre, quand tu connais pas du tout, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre, tu vois. T'arrives, tu connais pas trop les personnes et tout. Du coup, t'es un peu deg. Tu te dis, ouais, le manga, il est long. Il y a trop de personnages. Au début, t'es pas attaché à l'univers. Mais une fois que t'es dedans, tu kiffes. Pouah, il me prête pour un psychopathe, c'est sûr. Ouah, laisse-les, t'inquiète. T'inquiète, les gars. T'inquiète, je t'ai dit, ils vont vite capter, tu vois. Ils vont se dire, ouais, ok. Je vois, RDB, c'est un bon gars, vas-y. Ça va être un gars de notre team et tout. Bon, je vais juste faire un peu de ménage là, parce que je suis pris de partout. Donc voilà, je pense qu'on va pas tarder à commencer. Donc vas-y, RDB, n'hésite pas à nous donner tes petites anecdotes de début de cours, là. Je suis mort, moi j'ai quitté l'école depuis longtemps, hein. Ouais, maintenant on fait des streams, j'ai ma propre entreprise et tout, je me démerde, tu vois, on est plus dans l'univers scolaire. Mais ça me manque un peu. Profites-en au max, parce que quand tu seras plus là-bas, ce sera plus la même chose. Tu seras obligé d'aller taffer. Alors que l'école, t'as vu, t'y vas, mais ça fait plaisir, tu vois tes potes, tu rigoles avec eux et tout, c'est trop bien. Jojo fan, c'est tout pour l'instant. Ok, mais oui, c'est vrai que tu regardes Jojo. Jojo, c'est trop lourd. Là, j'ai pas fini encore, faut que je reprenne tous les Jojo. Mais franchement, je kiffe. J'ai kiffé Jotaro et tout, tu vois. Il y avait Ryo aussi dans le tout premier que j'avais, je me rappelle. Lui, je l'aimais bien, il était trop méchant et tout. Et du coup, je crois que Ryo, c'est le père de Jotaro, si je me trompe pas. Enfin, je crois, mais je suis pas sûr, il me semble. Enfin, on verra bien. En tout cas, voilà, donc là, 10 minutes de live, je pense qu'il faudrait peut-être que je commence. Après, t'as vu, il y a la petite intro qui a duré plus de 5 minutes, mais autant ne pas perdre de temps. Donc vas-y, RDB, n'hésite pas à rester si t'aimes bien. Après, si t'aimes pas, frère, je vais pas t'obliger, mais si tu veux découvrir un peu, on va essayer de découvrir ça ensemble. Donc voilà, donc là, je vais couper la musique et je vais lancer la vidéo. Donc c'est parti, les gars. Donc n'hésitez pas à me dire si le son il est bien, si c'est pas trop fort, si c'est fort. Mais en ce moment, j'essaie de toucher à plus d'animés. Après, tu connais, hein, il y a Naruto, One Piece, DBZ et Bleach, même d'autres mangas comme ça. Donc mangas hyper longs qui sont là depuis très longtemps. Et après, t'as tous les petits mangas genre Death Note qui durent pas longtemps. T'as plein de petits mangas comme ça qui sont vraiment lourds. Moi, je te conseille peut-être de commencer par là, histoire de te familiariser avec l'univers manga. Et après, je pense que tu
tu devrais peut-être te lancer sur un manga beaucoup plus long. Il y a aussi l'attaque des titans et tout, en animé, c'est pas mal, ça passe assez vite. En plus, t'as de la chance parce que toi, t'arrives après, donc là, tout est fini quasiment, donc t'es tranquille. Après, Dio, oui, j'ai dit Rio, parce que je pense à Rio Sensei, mais c'est Dio, oui, c'est ça. Dio, c'est le père d'un autre Jojo, mais pas Jotaro. D'accord, je pensais que c'était le père de Jotaro. Ok, j'avais cru comprendre ça, mais c'est pas grave. Ok. Donc ouais, pour le reste, ouais, essaye. Ok, si le son est nickel et je vais rester. Ok, ça fait plaisir. Après, t'as vu, je sais que c'est pas trop ton univers, donc c'est même là, tu vois, je vais faire des petites analyses. Je suis pas sûr que tu vas comprendre le fond du manga, tu vois. Puis je vais te parler des événements, t'as pas vu, donc des trucs que tu vas pas capter. Mais c'est pas grave, on fait ça ensemble. Mais n'hésite pas à me dire ouais, ce que tu penses du manga, n'hésite pas à me dire, tu vois. Moi, je suis Al. De toute façon, on est là. T'inquiète même pas. Donc vas-y les gars, c'est parti. Tous, c'est le Sensei Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parlera de l'équipage du futur roi des pirates sur Elbaf. Elbaf est principalement connu comme étant le pays des géants. Les guerriers d'Elbaf sont reconnus pour leur force et leur esprit de combat. Pour Elbaf, les inspirations sont nordiques. La mythologie nordique étant très liée au pays. Les noms des géants, les éléments culturels et plus encore. L'équipage ira bientôt sur Elbaf et l'auteur a préparé pas mal de choses pour l'arc. Rencontre avec Odin, le roi des géants. Rencontre avec Gaban de l'équipage du roi des pirates. Obtention d'artefacts légendaires. MDR, j'ai pris un animé random de romance sur Crunchyroll. Tu m'éclates. J'ai l'immense honneur de vous parler du Il y a un pote à Wam, tiens, je vais passer ça à la pub là. Il y a un pote à Wam, il regarde Couple of the Cuckoos. Et du coup, c'était trop marrant, on n'arrêtait pas de se moquer de lui. Parce que t'as vu, c'est un gars, il fait un peu gang, tu vois, je sais pas comment le dire. Et quand tu le vois, il regarde des trucs de romance, ça fait bizarre, tu vois. Du coup, c'était marrant, du coup, on a grave rigolé. Mais ouais, truc de romance, ça peut être sympa. Je sais que par exemple, moi je regarde des films, c'est pas trop de romance, mais il y a de la romance dedans, tu vois. Il y a Suzume. Ouais, je te conseille de regarder des films. Si t'es pas trop manga, regarde des films, ils sont trop bien. Il y a Your Name, donc il y a un peu de romance, mais il y a plein d'éléments temporels, dimensions parallèles, tout ça. Et ça, c'est grave stylé. Suzume, là, c'est des mangas qui sont sortis récemment. Sinon, il y a tous les films de Miyazaki. Essaye de taper, c'est légendaire, tu vois. T'as, je sais pas moi, le voyage de Chihiro, tout le monde connaît. Enfin, dans l'univers manga, tout le monde connaît. Moi, mon préféré, c'est la vallée du vent de Nausicaa. J'aime trop. Il y a le château dans le ciel, le château ambulant. Il y a Porco Rosso. Il y en a plein. Comment elle s'appelle la princesse ça commence par un S. Princesse. Oh, la honte. La honte de pas savoir ça, parce que là, je vais me faire allumer dans les commentaires YouTube, là. Ils vont m'allumer, wesh. Les gars, wesh, princesse. J'allais dire Princesse Mononoke, mais c'est pas du tout ça. Mononoke, Princesse Mononoke. Et il y a plein de mangas, de films de Miyazaki, c'est vraiment trop lourd. MDR, j'ai hésité avec cet animé en plus. Couple of the Cuckoos. Ah ouais. Après, franchement, ça passe, tu vois. Parce qu'il y a des animés, ils sont un peu limite border, tu vois. Avec des petites scènes un peu coquines, si je peux dire ça comme ça. Du coup, faire attention. Mais Couple of the Cuckoos, c'était pas du tout. C'est vraiment romance. Mais en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal de... Tu sais, t'as un petit peu des trucs sur Netflix où c'est ça, tu vois, genre Sex Education et tout, tu vois, t'as des trucs où c'est pour les jeunes, tu vois, ils aiment bien les romans, les machins choses et tout, les gens kiffent de ouf, tu vois. Moi, c'est moins mon délire parce que moi, j'aime trop le combat, j'aime trop l'histoire, l'aventure, tout ça, j'adore. Mais ça me dérange pas. Moi, t'as vu, je suis ouvert à tout. C'est-à-dire que tous les mangas, je vais regarder, que ce soit manga... En fait, à partir du moment où le manga est bien travaillé et qu'il y a une bonne intrigue, je kiffe, tu vois. Il y a même des mangas, je regarde, c'est vraiment des mangas humoristiques, tu vois. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de truc et tout, je regarde, c'est trop lourd, tu vois. Il y a sur Netflix un manga qui est grave drôle et tout, je sais pas comment il s'appelle déjà. Mais c'est un petit gamin, il a 4 ans et il vit tout seul chez lui, tu vois. Il vit tout seul et il doit se débrouiller tout seul. Et vu il a 4 ans, il sait pas se gérer, tu vois ce que je veux dire. Lui, il croit que il a pas envie d'aller à l'école, il a pas envie de faire des trucs et tout. Et ses voisins, ils sont là pour l'aider, mais il vit tout seul. Rent a girlfriend ou un truc dans le genre. Ok, ça me dit quelque chose de nom, mais sinon je connais pas trop. Mais pas mal, hein. Je vais checker, parce que j'aime trop me renseigner sur les mangas. Les géants valorisent l'honneur et les duels. Donc voilà, petite vidéo de Rio Sensei, il nous fait un petit récap sur Elbaf, donc on va checker ça. Il a déjà été mentionné pas mal de fois, et il est très attendu pour beaucoup de raisons, dont le lien très fort qu'il y a entre le pays et les Mugiwara. Elbaf est déjà lié à 3 Yonko.
Big Mom, de par son histoire, son enfance et sa relation conflictuelle avec les géants, Shanks qui l'a mis des géants et qui affrontait Kid devant, et enfin Luffy qui les connaît, qui a Shanks comme mentor, etc. Après Onigashima, on aurait pu avoir Elbaf, mais l'auteur n'a pas fait. En fait, il nous emmenait sur Egghead, l'île du futur, avec Vegapunk, le meilleur scientifique au monde. Egghead est un arc important pour l'œuvre en général, car l'équilibre du monde est menacé, avec le SSG et Mother Flame. Mother Flame qui détruit tout, et le SSG qui remplace Mihawk, Doflamingo ou encore Hancock. Les Shichibukai ont été abolis, donc la marine s'est retrouvée sans eux. Sauf que Vegapunk a créé le SSG, des séraphins, d'incroyables guerriers hyper résistants, avec des pouvoirs de fruits et d'amiral. Sur Egghead, on a eu le CP0, la marine, un amiral, Saturne. Jamais un doyen n'avait quitté sa place. Pourtant, il le fait pour Egghead. On a donc un arc très important où il se passe beaucoup de choses. En parallèle, on a eu Garp, héros de la marine, qui a perdu sur la ruche, après avoir combattu les pirates de Teach, Shilou et Kuzan. On a eu Shanks qui a détruit Kid, Barbe Noire qui a battu l'eau. Ces derniers mois, on a eu beaucoup de choses au niveau des différents chapitres. Mais dans le dernier, on a une amie qui parle à Vegapunk. Le log pause n'a pas fini de charger, mais on doit pouvoir suivre une destination qu'il a enregistrée. C'est au nord-est. Et là, Vegapunk nomme l'île, Elbaf. La réaction de Luffy et Usopp est importante, car on a les deux qui hurlent « l'île des géants ». On va enfin y aller, depuis le temps qu'on en rêve. L'autre... Donc juste vite fait pour que tu suives RDB, là il doit vraiment parler chinois pour toi. Mais en gros on est dans l'univers de One Piece. Et là, on va sur une île qui a été tissée depuis très très longtemps. Donc ça fait très longtemps qu'on parle d'Elbaf depuis le début de l'histoire. Et du coup aujourd'hui c'est le moment où Luffy arrive sur cette île. Ça fait, je sais pas moi, 15 ans, peut-être 20 ans qu'on connaît le nom de cette île, mais qu'on ne l'a pas vu 15 ans dans la vraie vie en plus. Hein. Et du coup, là, l'équipage, ils sont attaqués à un endroit. Ils sont partis juste vite fait sur une île à côté, sans faire exprès. Et la marine, elle commence à prendre de l'ampleur. C'est-à-dire qu'elle a, comme l'a dit Rio, elle a le SSG en route. Elle a, c'est-à-dire tous les séraphins et tout, donc c'est des armes hyper puissantes. Et Mother Flame, qui est une arme de destruction massive, on peut clairement l'appeler comme ça. Et du coup, là, Luffy va s'enfuir de cette île. Donc c'est une île où on a appris beaucoup de révélations. Et là, il se dirige directement vers Elbaf. Donc Elbaf, île qu'on attend depuis longtemps. Donc pour tous les gars qui regardent la rediff YouTube ou quoi, en vrai... Là, Ryo Sensei se contente juste de rappeler les faits. Et il y a énormément de choses à savoir par rapport à Elbaf. C'est vrai que tout, à l'instar de Wano, où tous se regroupaient à Wano Kuni, c'est exactement la même chose pour Elbaf. Il y a énormément de personnes. Comme il l'a dit, tu vois, il y a Loki, on en parle, le roi ou le dieu d'Elbaf, je sais pas comment l'appeler. Il y a Big Mom qui est relié à Elbaf, Shanks qui est relié à Elbaf, donc il y a le roi des pirates qui est passé à cette île. Donc il y a énormément de choses. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un poneglyphe, pas forcément un raid poneglyphe, ou un Rio poneglyphe, mais peut-être un poneglyphe qui raconte un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé et tout. Donc ça m'étonnerait vraiment pas. Beaucoup d'informations qui vont être dévoilées là-bas. Il y a la fameuse histoire avec Usopp, donc ça fait très longtemps qu'il veut devenir un guerrier légendaire. Donc Usopp battre un géant, ça m'étonnerait pas. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'Usopp doit se battre contre un géant là-bas pour, je sais pas, se faire respecter, pour défendre son capitaine, n'importe quoi. Mais je pense que Usopp va abattre un géant. J'y crois, fermement. On met donc en évidence que les deux rêvent d'y aller depuis longtemps. Les Mugiwara vivent avant tout une aventure. Et quand on fait une aventure, on explore. On a de grands rêves, de moins grands rêves. Aller sur Elbaf est un rêve comme un autre. Les rêves de chacun entrent en compte, les objectifs également. Et là, on a deux Mugi qui rêvent d'y aller, le capitaine et le canonnier. D'ailleurs, ils sont tous les deux. Là-bas, ils sont tous énormes, normal, c'est des géants. Après que Shanks ait massacré Kid, Luffy va donc y aller. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup à dire sur Elbaf. Et tout d'abord, parlons d'un fait important. Le pays est surnommé le plus fort du monde. Big Mom a dit qu'il aurait pu écraser Kaido, Shanks et même Barbe Blanche. On note donc que l'auteur a très tôt mis en évidence l'importance du pays. C'est le pays le plus fort du monde. Il est donc compliqué à annexer, même pour une très grande force militaire. Les pertes seraient bien trop conséquentes. C'est l'île des géants. Quand on imagine une armée de géants, on comprend pourquoi c'est le pays le plus fort du monde. Imaginez un peu une armée de géants. De base, un géant est bien plus fort qu'un homme. Un géant entraîné est bien plus fort qu'un soldat entraîné. Maintenant, imaginez une armée. On voit bien qu'après l'arc Onigashima, l'auteur peut encore nous faire des îles impressionnantes. Après une flotte de la marine, un amiral, un doyen, le SCG et le CP0, on peut avoir un pays extrêmement dangereux qui est Elbaf. Shanks est ami avec des gens du pays. On a donc un lien très étroit, ce qui fait qu'on a beaucoup d'options, de scénarios. Shanks se dit que ce sont des vieux amis. Il est dans un bar et personne n'est hostile à son égard. Les gens l'appellent mon frère. Mais avant de reparler de lui, parlons de quelque chose d'important. Actuellement, on connaît Loki. Il avait demandé la main de Charlotte Laura. Donc, on devait avoir une alliance via un mariage. Whole Cake et Elbaf.
sauf que le roi a refusé. Ce qui importe vraiment, c'est qu'on a une alliance entre deux entités. Sauf que Loki n'est pas le roi des géants. Loki est le prince des géants. Le véritable chef d'Elbaf n'est pas Loki. C'est le roi d'Elbaf. L'intérêt de faire de Loki un prince, c'est qu'on a un roi qu'on ne connaît pas encore. Quand on parle de mariage avec alliance, on parle de parents qui marient leurs enfants. C'est un mariage arrangé pour créer une alliance entre deux camps, comme avec Big Mom et Judge, pour Sanji et Pudding. Le mariage scelle une alliance, et pour Elbaf, on avait Big Mom et le roi d'Elbaf. En plus de préparer beaucoup de géants, eh bien l'auteur a préparé le roi du pays le plus fort du monde. Elbaf est un pays légendaire. C'est un pays où la puissance est importante. Donc le père de Loki peut être extrêmement fort. Loki peut également être imaginez fort, les mais ce gars, n'est pas obligatoire, Odin. dans la mesure où Loki est avant tout le fils du roi. Ce qui importe réellement, c'est le roi, le patron. À vrai dire, il pourrait avoir n'importe quel niveau de puissance, car il n'entre pas dans un quelconque équilibre. L'équilibre du monde n'a rien à voir avec Elbaf. Et là on parle du roi des géants. Il a un statut particulier, car c'est littéralement le chef du pays le plus fort du monde. C'est le chef d'un pays où la puissance est importante. On a donc un homme qui est potentiellement extrêmement fort. Maintenant, parlons de Loki. Loki est en référence au dieu nordique. Il est le fils du géant Farboti et Lofei. Le nom de son père veut dire « celui qui frappe dangereusement ». Il signifie également « la foudre ». Mais s'il y a bien une chose que l'on sait dans l'œuvre, c'est que l'auteur ne fait que s'inspirer, et il fait des références. Il n'adapte pas les mythologies. Donc, au niveau des noms, il fait ce qu'il veut. On a par exemple Uranus, Pluton, Poséidon, de mythologies différentes. Il ne se limite pas à une seule mythologie, il fait ce qu'il veut. Donc, le roi d'Elbaf pourrait être Farboti ou pas. Il pourrait par exemple le nommer Odin, l'une des principales divinités nordiques. Loki est le dieu de la ruse, de la discorde, de la malice, du mensonge. Il est donc lié à Usopp. Ah, là, on parle de vraies choses. Donc déjà, je suis hyper content qu'il ait parlé de ça, parce que Odin, je suis sûr qu'il est là-bas. Est-ce que ça va vraiment être Odin? Je suis pas sûr. Mais j'espère vraiment que ce sera Odin qui va... Odin. Ou j'ai dit Oda. Peut-être le lapsus. Non, en vrai, j'aimerais vraiment que Odin soit présent sur l'île et que Odin soit un faux méchant. C'est-à-dire qu'on le croit comme méchant, comme si c'était un ennemi à abattre là-bas. Mais qu'au final, on se rend compte que c'est Loki l'ennemi à abattre. Parce que Loki, c'est censé être quelqu'un de malicieux, méchant, comme il a dit Ryo Sensei. Du coup, en vrai, là, tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui doit abattre un géant, que Usopp devait abattre un géant. Et là, on a clairement quelqu'un qui répond à tous les critères. Usopp qui doit se battre contre un géant. Et en plus, il sera respecté de tous les autres géants, vu qu'il a réussi à le battre. Donc j'aimerais tellement que ça se passe. Là, c'est vraiment l'île de Usopp. Donc ça veut dire que Loki, numéro 2 sur l'île d'Elbaf, il va se faire tuer par Usopp, et Luffy devra peut-être abattre Odin, mais je suis pas sûr. Est-ce que ce sera peut-être que c'est Loki qui va abattre Odin pour prendre le contrôle de l'île, et que Luffy, du coup, il va libérer l'île, entre guillemets, pour qu'il soit libre et tout. Et les géants, ils respectent que la puissance, donc je pense que c'est un peuple un peu barbare. Donc je pense qu'ils vont faire le taf. En tout cas, grave content. Rio, là, frère, là, il a fait que dire des trucs que je valide, ça m'énerve. J'aurais préféré être pas d'accord avec lui. L'équipage de Luffy. Usopp, l'homme qui combat avec la ruse, l'homme qui ment, l'homme qui est malicieux. A contrario, le père de Loki symbolise la puissance, l'homme qui frappe dangereusement. Depuis le début, Usopp parle de son rêve, devenir un grand guerrier de la mer. Les histoires des guerriers qu'il a entendus l'ont inspiré. Sur Little Garden, il a rencontré Dory et Brogy, deux géants d'Elbaf, qui ont combattu pendant longtemps, pour leur honneur de guerrier. Leur bravoure et leurs principes ont profondément impressionné Usopp. Yasopp est un commandant de Shanks. Shanks qui côtoie les géants. Des géants d'Elbaf pourraient parler de Yasopp à son fils. Son fils qui est fier de son père. Le lien entre Elbaf et Usopp réside donc dans l'admiration qu'il a pour les vaillants guerriers d'Elbaf, et dans son désir de devenir un grand guerrier des mers. De plus, l'auteur met en évidence le fait qu'Usopp rêve d'y aller. On pourrait donc avoir un lien entre Loki et Usopp, mais également un lien entre le roi des géants et Luffy. Usopp pourrait avoir une importance particulière avec une probable amitié avec le prince, pendant que le capitaine, donc Luffy, aurait un lien particulier avec le roi. Ah, là, du coup, il est pas d'accord avec moi. Là, je suis content. Lui, il pense qu'il y aura une amitié avec Loki. Mais moi, je pense que... Peut-être une amitié, mais pour moi, faut qu'il se tape. Pour moi, Usopp, faut qu'il se tape. Tout le temps, il a eu peur. Tout le temps, il a été... Il est traité comme la personne la plus faible de l'équipage avec... je sais même pas, je crois que même Chopper, il est plus fort que Usopp. Même Nami, elle est plus forte que Usopp. Donc pour moi, il est vraiment traité comme l'un des personnages les moins forts de l'équipage. Et là, ce serait vraiment légendaire qui passe devant. Et en plus, avec sa prime et tout, ça va être trop bien parce que ce sera dit God Usopp, tueur de géants, tu vois. C'est-à-dire qu'il aura progressé et il sera devenu vraiment fort. Usopp peut utiliser un marteau durant ses combats. Pas un vrai marteau, mais une tactique pour tromper. Pendant le combat, il prétendait avoir un marteau de 5 tonnes. Il parlait également d'un marteau de 10 tonnes.
qui n'était qu'un ballon gonflé, et sortaient leur barque contre Perona. Perona avait eu l'équipage, avec ses négatifs holo, un pouvoir extrêmement performant. Franky, Sanji, Zoro et Luffy, qui avaient battu Fukuro, Jabura, Kaku et Lucci, ne pouvaient pas y résister. Mais la négativité d'Usopp l'a aidé, et il utilisait un marteau. Le marteau est donc à la fois un gag et un outil efficace. Elbaf, mythologie nordique. Et dans la mythologie nordique, il existe justement un marteau légendaire. Mjolnir, le marteau du dieu de la foudre et du tonnerre. Elle symbolise la protection de l'univers contre les forces du chaos. On parle d'un marteau légendaire. Usopp pourrait donc l'obtenir directement sur Elbaf. Il aurait un marteau avec un pouvoir particulier qui peut modifier le poids de l'outil. Le gag se change en réalité, comme ces mensonges qui se changent en réalité. Il n'a pas eu de vrai combat durant l'arc Onigashima. Pas de power-up. Il pourrait y remédier avec Mjolnir, un marteau ou une nouvelle arme longue portée. D'ailleurs, le roi d'Elbaf ou Loki pourrait très bien voir Mjolnir. Maintenant, parlons d'une légende du monde de One Piece, Scooper Gaban, le deuxième commandant du roi des pirates. Dans la vidéo précédente, je parlais de l'importance du deuxième commandant et du lien concret, direct et fort qu'il y a entre le deuxième et le premier. Malheureusement, on n'a pas grand chose sur Gaban, mais faisons comme avec Sanji, parlons du premier commandant pour en apprendre plus. Mais avant, laissez-moi vous dire quelque chose. Et si je disais qu'il était possible que Gaban soit actuellement plus fort que Rayleigh? Que me répondrait une majorité? Eh bien que c'est impossible. Or, c'est possible et je peux le prouver. Le deuxième commandant est très proche en termes de puissance avec le premier. Or, nous savons que Rayleigh est inactif depuis 20 ans. Imaginez un peu que Gaban ait quant à lui combattu, qu'il se soit entraîné pendant 20 ans. On aurait un homme qui est plus fort que Rayleigh. Et je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est possible. Pour l'instant, c'est probable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Rayleigh est un pirate légendaire que les plus grands connaissent et estiment. Quand un amiral le voit, il dit qu'il lui faut un plan pour le vaincre. Tout pirate doit payer pour ses crimes. Surtout... Juste vite fait, les gars, deuxième fois que je suis pas d'accord avec Rio. Pour moi, je l'ai déjà dit dans les précédents lives, Scooper Gaban, à l'instar de Rayleigh et de comment il s'appelle, Crocus, donc le docteur de l'équipage. Crocus est là au début de Grand Line, Rayleigh au milieu de Grand Line, et pour moi Gaban est à la fin de Grand Line. Ça veut pas dire que j'ai forcément raison, mais pour moi c'est plus symbolique, c'est-à-dire que ils savaient que Joy Boy allait passer, enfin la réincarnation de Joy Boy, la réincarnation de leur capitaine, tu vois, l'homme que Roger attendait entre guillemets, et pour moi ce serait logique qu'il y en ait un au début de Grand Line, un au milieu de Grand Line, et un à la fin de Grand Line, donc vers Roadstar, la dernière île, ou aux alentours de Roadstar. Donc à voir. Est-ce que c'est lui qui a le dernier Red Poneglyph avec son bateau, là, le fameux bateau, l'homme à la brûlure? Est-ce que c'est Scooper Gaban? Ça m'étonnerait pas. On verra, les gars. Un pirate de l'équipage du roi des pirates. Donc, il faut que je t'arrête, mais il me faut un plan pour t'arrêter. On ajoute à ça les mots de Garp, Teach, et le fait que la marine ne le dérange pas alors qu'elle connaît sa localisation, et on comprend qui est Rayleigh, le roi des ténèbres. Gaban est donc son équivalent. Dans l'hypothèse où Gaban ne fait rien depuis 20 ans. Dans le cas contraire, il est supérieur. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'un des hommes les plus puissants du monde. Et dans quel pays est-ce que la force est privilégiée? Dans quel pays respecte-t-on les puissants? Elbaf. L'équipage de Luffy a rencontré Rayleigh sur l'archipel, puis il a entraîné Luffy. L'équipage pourrait très bien voir Gaban sur Egghead ou Elbaf. De plus, comme dit plus tôt, Shanks est lié à Elbaf. Il parle aux géants, ce sont ses amis, etc. Donc, Gaban qui connaît Shanks peut très bien être ami avec les géants. On parle d'un commandant du roi des pirates, Goldie Roger. C'est le lieu idéal pour lui. Les Mugiwara pourraient donc rencontrer le légendaire commandant de Roger, un commandant qui combat avec des haches. Ce qui n'est pas anodin. La hache est un outil qui est très présent dans la mythologie nordique, et les gens l'utilisent beaucoup. La hache occupe une grande place dans la vie d'un viking. Il l'utilisait pour couper du bois et pour de multiples tâches quotidiennes. Les vikings l'utilisaient pour piller et combattre. Shanks a pu en profiter pour voir Gaban. On sait qu'il a parlé à Rayleigh parce qu'il lui a dit que Luffy avait dit les mots de Roger. Il a très bien pu voir l'autre commandant pour, pourquoi pas, lui parler de Luffy. Maintenant parlons de Luffy. Tout le monde sait qu'il y a un lien très fort entre lui et Roger. Il veut devenir roi des pirates, ce qu'est devenu Roger. Au niveau combat, Roger avait une épée. Luffy n'a quant à lui pas d'outil. Et quand on regarde les plus puissants du monde, même ceux qui ont mangé un fruit ont un outil. Épée, kanabo ou autre. Pour Luffy, l'auteur s'est inspiré de Sun Wukong, le dieu singe. Sun Wukong avait le bâton de bon plaisir Cercle d'Or, aussi connu sous le nom de Ruibang, qui est un bâton légendaire. L'auteur pourrait utiliser le baf pour que les Mugiwara aient des outils légendaires. Quoi de mieux que des outils légendaires pour l'équipage qui sera au sommet du monde? On pourrait nous introduire le ou les meilleurs forgerons du monde. Des forgerons légendaires ont pu laisser leurs chefs-d'œuvre et pourquoi pas leurs ultimes chefs-d'œuvre sur l'île. Les Mugiwara pourraient donc obtenir les meilleurs outils que le monde a à offrir. Zoro avec une épée, Usopp avec un marteau ou un outil longue portée. Nami pourrait améliorer son bâton avec de nouveaux matériaux. Luffy pourrait enfin voir son outil. Quand Roger a rencontré Rayleigh, il n'avait pas d'épée. D'ailleurs, on l'a déjà vu avec épée et pistolet.
C'est vrai que Luffy avait déjà un bâton quand il était petit, donc c'est Dragon probable vit qu'il en ait un. Elbaf de par le flashback. Mais j'ai l'impression, de Vegapunk. pour moi, Durant ça va le être dur de flashback, voir on Luffy peut voir comme les ça. géants récupérer les livres, et Dragon était sur Ohara. Vegapunk était également là, et il a affirmé qu'il était parti sur Elbaf pour lire les livres. Elbaf est aux antipodes de Egghead, car Egghead symbolise le futur, tandis que Elbaf symbolise le passé, avec les Vikings et la mythologie nordique. Mais l'auteur fait une connexion directe via Vegapunk, qui est allé sur Elbaf, et qui se dirige actuellement sur Elbaf. Il a utilisé ses connaissances pour faire de Egghead une île futuriste, mais on peut se demander s'il repartira sur Elbaf. Pour répondre, il faut s'interroger sur l'utilité, l'importance, le but, le pourquoi. Il pourrait mettre sa science au service d'Elbaf, mais le pays ne veut sûrement pas de cette technologie. Les géants vivent selon des rites anciens, et l'intérêt d'Elbaf est justement d'avoir un pays différent. Vegapunk cherche avant tout la sécurité. Il veut quitter Egghead le plus vite possible. Et Elbaf est justement le pays le plus fort du monde. Donc c'est le pays parfait pour qu'il soit en sécurité. Sauf qu'il ne faut pas oublier Dragon qui est lié à Vegapunk, et qui a besoin de plus de force pour son mouvement. Le seul problème est Mother Flame qui pourrait, dans l'absolu, détruire n'importe quel endroit où se trouve Vegapunk. À moins qu'il ne sache comment désactiver Mother Flame. À moins que l'on ait une limite de portée. Mais quoi qu'il arrive, Vegapunk est le créateur. Et sa création a causé la fin de beaucoup d'innocents. On parle d'un massacre. Et Dragon est actif, entre autres, pour éviter les massacres. Vegapunk pourrait donc, en guise de rédemption, travailler avec Dragon pour en finir avec le GM. Un GM qui n'a pas hésité à lui envoyer du monde pour lui ôter la vie. Tout l'intérêt d'Egghead est de faire en sorte que le GM ne soit pas avantagé, avec les connaissances et découvertes de Vegapunk. Mother Flame est un élément trop dangereux. Il pourrait même détruire les bases de Dragon. Demandons-nous si Vegapunk peut perdre la vie. Le problème c'est que Vegapunk symbolise une lueur d'espoir. Pour le monde. Il veut offrir de l'énergie au monde. Il fait avancer le monde. Il pourrait mettre un terme à différents problèmes au niveau mondial. Sécurité, famine ou autre. Si Vegapunk perd la vie, c'est une trop grande perte pour le monde. Il a dit à Dragon qu'il voyait sa fin arriver, mais Dragon lui a dit d'arrêter de dire n'importe quoi. La réaction de Dragon est émotionnelle, de par le fait que Vegapunk est son ami, mais Dragon est également rationnel, dans la mesure où il connaît sa valeur. Il a forcément des plans pour le futur de Vegapunk. Il sait que c'est une aide inestimable, d'où le fait qu'on le verra bientôt. Dragon pourrait bouger au chapitre 1100 comme on l'a déjà vu, ou alors il peut venir avant sur Egghead. Mais quoi qu'il arrive, c'est son moment. Il est lié à Vegapunk, à Elbaf, à... Non, je pense pas. Dragon, trop tôt. Ouais, ça pourrait être lourd de ouf. Après, il faut juste voir comment évolue l'incident de Egghead. Est-ce que c'est un incident qui va créer une grande guerre à l'instar de Marineford? Ou est-ce que c'est un petit incident, Luffy va pouvoir faire sa vie un petit peu sur Elbaf, et après on va revoir le gouvernement mondial et tout. Du coup, je sais pas du tout. À voir. Luffy. L'arc peut changer l'équilibre du monde. Le gemme à Mother Flame. Sabo s'est illustré. Morley, Karasu, Lindeberg se sont illustrés. C'est à son tour. Dans le chapitre 714, Erujin dit qu'il veut devenir le roi des géants. Donc, il existe bien un roi. Comme dit plus tôt, un roi qui pourrait être Odin. Mais au fond, pourquoi Odin? Mis à part la symbolique de son nom. Odin est considéré comme le dieu suprême du panthéon nordique. Odin est le dieu de la sagesse, de la guerre, de la poésie, de la magie, de la mort, de la prophétie. Il est souvent représenté avec une longue barbe et un seul œil. Avec sa femme Frigg, il a eu plusieurs enfants, dont le fameux Thor, qui avait Mjolnir. Dans sa quête de sagesse, il a sacrifié un de ses yeux à la source de Mimir en échange de la connaissance. Deux corbeaux l'accompagnent souvent, Udien, la pensée, et Munin, la mémoire. Il vole à travers le monde pour lui rapporter les nouvelles, et il est également associé à deux loups, Geri et Freki. Si l'auteur s'inspire d'Odin, en plus du nom du roi d'Elbaf, alors on pourra avoir la garde rapprochée du roi en référence à Udien, Munin, Geri et Freki. Les livres d'Ohara ont été amenés sur Elbaf. Même Vegapunk se demande pourquoi est-ce que les gens font ça. Il s'interroge même, est-ce qu'ils comprennent la valeur de ces livres? Eh bien oui, justement. Pourquoi? Eh bien parce qu'Odin est le dieu de la connaissance. Odin est constamment à la recherche de connaissances. Pour moi, c'est Odin. Il s'est pendu à l'arbre monde Yggdrasil pour avoir les pouvoirs des runes. Et quand on a vu Elbaf, on a vu un énorme arbre en référence à Yggdrasil. Il est resté suspendu 9 nuits, sans manger ni boire, en quête de sagesse. Au bout de cette période, il a eu une révélation et a acquis la connaissance des runes. Les runes servaient de système d'écriture pour les peuples germaniques et nordiques. Elles ont été utilisées pour enregistrer des événements, des histoires, des propriétés, des lois et d'autres informations. Exactement comme sur les poneglyphes. Odin paie un prix élevé pour cette connaissance, ce qui souligne l'importance des runes. Les runes ne sont pas que de simples caractères alphabétiques. Elles sont considérées comme des symboles de sagesse et de connaissances secrètes, comme sur les poneglyphes. Les runes occupent une place centrale dans la culture des peuples nordiques. Voilà en quoi l'auteur a pu s'inspirer d'Odin, le roi des géants, le roi d'Elbaf, le pays le plus fort du monde. L'équipage des Mugiwara a atteint le niveau global d'un équipage d'empereur. Mais malheureusement, des membres n'ont pas encore eu de vrais combats, et pas non plus de confirmation de niveau. Je pense à Usopp, Brook et Chopper. Ces membres-là pourraient combattre sur Elbaf
pour valider Sûr. leur niveau de puissance en fonction du poste, car il faut qu'on ait un équipage Sûr. équilibré. Il faut un schéma parfait de puissance dans l'équipage. Il ne faut pas que des vies soient bien trop faibles. On pourrait donc avoir des combats, ou alors des montants de puissance explicites, via leurs outils. Quand on prend Usopp, il n'a pas réellement besoin de victoire, car avec un artefact, il aurait un bon niveau. Prenons le 4-0, il a eu un power-up avec Kenma. Avec l'épée, il a eu un meilleur niveau. Et en tout, il a eu 2 power-up, car le Hakidero est venu plus tard. Sanji a eu un power-up avec le Red Suite, et encore après, avec le gène lié au Red Suite. On a donc des power-up via outils. Prenons Brook. Brook utilise le froid du royaume des morts. Il pourrait améliorer sa lame, ou alors avoir une meilleure lame. Son froid du royaume des morts pourrait être plus performant. Un combat n'est pas obligatoire. Un power-up... En plus, dans la mythologie nordique, le royaume des morts, c'est fait de glace. C'est pas un royaume de feu, par exemple, comme l'enfer, comme on a l'impression. Eux, c'est un royaume de glace, et je vais trop lever le nom, attendez. Outil est suffisant. Parfois, de simples démonstrations suffisent. Sur Elbaf, on pourra avoir de tout nouveaux matériaux. Des matériaux que l'on ne trouve que sur Elbaf. Même le GN n'en aurait pas. Des matériaux extrêmement résistants, avec des pouvoirs particuliers ou autres. Usopp combat avec des graines. Enfer, Il a des graines très Elheim. efficaces. Contre Daruma, il utilisa toile verte fatale. Impact Wolf. Une petite bille a créé un énorme loup. Il pourrait donc avoir des graines particulières qui augmentent sa puissance. Il pourrait avoir des graines extrêmement performantes. Elbaf est le pays des géants. Le pays est donc très grand. Les graines peuvent s'y trouver en abondance. Il pourrait avoir un stock pour la fin de l'aventure. Elbaf est l'un des derniers arcs. C'est peut-être l'ultime arc de préparation. On se prépare pour le conflit qui impactera le monde entier. Après l'arc du futur, l'arc du passé, pour revenir au présent et changer le monde à tout jamais. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien. Allez, Jané. Non, en vrai, très bonne vidéo pour la petite vidéo de Rio Sensei. J'ai bien kiffé. En vrai, il y a pas mal de choses à dire. Oui, pour moi, clairement, je pense que Odin. En plus, le fait que y ait l'arbre Yggdrasil, qu'il y ait un arbre de la connaissance et que Odin soit lié à la connaissance. Est-ce que l'arbre d'Yggdrasil, ils ne l'ont pas transformé en arbre de la connaissance comme on en avait un sur Ohara? Comme ça, on n'a pas perdu cet arbre de la connaissance. Ensuite, pour Loki, prince du royaume d'Elbaf, parfait. Ça fait un ennemi parfait, sachant qu'il est malicieux, qu'il aime bien la traîtrise et tout. On a vu dans Avenger son comportement. On a vu même dans God of War son comportement, sachant que là, on avait le côté gentil de Loki, tu vois. Donc, la manière dont il trahit les dieux, parce que les dieux étaient méchants. Donc, à voir. Est-ce que Odin et tous les gens qui traînent avec Odin, enfin, ils traînent entre guillemets, hein, ils sont méchants, ou est-ce que c'est plutôt le côté de Luffy, le côté de Loki, pardon, où c'est lui qui prépare à retourner le royaume, etc., et que ce serait lui, au final, le méchant de l'arc. Donc, à voir, j'espère sincèrement qu'on aura une réponse. En tout cas, masterclass la vidéo, franchement, il a tout dit. En vrai, tout ce que je pensais, ça se concrétise un peu mieux grâce à la manière dont il pense et tout. Donc, en vrai, on est d'accord. On est vraiment d'accord avec ce qu'il dit pour l'instant. Et j'ai pas trop de trucs à ajouter. Il y a 2-3 petits moments où j'y crois pas trop, comme le fait que Usopp il doit être ami avec Loki. Moi, je pense plutôt que Usopp il va se taper contre quelqu'un. Soit c'est le grand Odin, ou soit c'est Loki. Donc à voir. Et je pense que là pour l'instant c'est très bien au niveau de l'analyse. Je l'ai fait pendant la vidéo. En vrai, j'ai pas d'autres trucs à ajouter. J'essaierai de développer plus ça peut-être dans une autre vidéo, mais là on va passer direct à la deuxième partie. Donc cette fois-ci on va s'attaquer à Raftel Hill. Donc vas-y les gars, à tout de suite.